On est reparti cet après-midi. Troisième conférence du week-end, deuxième du jour et dernière de notre séminaire. On va parler champ économique du sport, conférence qui se rattache au module 3, évolution de la pratique sportive et développement, tendance et enjeux du secteur sportif fédéré. Il y a pas mal de choses qui vont se recroiser avec des choses qu'on a pu évoquer hier ou ce matin, c'est normal. Comme je vous le disais, de toute façon, l'ensemble les conférences et de manière plus générale, l'ensemble des contenus sont forcément transverses entre eux. Donc voilà, on a le plaisir d'accueillir donc Julien Muller, président de la Fédération française de squash, Alexandre Morteau du CDES. Sur le même schéma que ce matin, l'idée dans un premier temps, ça va être de vous poser des éléments de cadrage, quelques grands chiffres, des tendances ou autres, et qu'on puisse venir illustrer tout ça avec le regard d'une fédération. Donc voilà, comme vous l'avez fait ce matin, n'hésitez pas à poser des questions, à aussi nous donner la vision que vous pouvez avoir par rapport à votre discipline, comment ça se passe au sein de vos propres fédérations. Donc voilà, on est parti jusqu'à à peu près 15h, 15h15. Donc voilà, je voulais peut-être vous présenter dans un premier temps rapidement et après je te passerai la parole. Eh ben, Julien Muller, donc moi je suis président de la Fédération française de squash depuis 2020 maintenant. J'ai été vice-président avant pendant 4 ans. Et puis j'ai également une casquette dans le badminton. Je suis président de la Ligue Grand Est depuis 16 ans. Donc en fait j'ai un double accès sur les deux sports de raquettes et je gère au quotidien un club associatif. Donc il gère des installations de tennis, squash, bad et paddle. Voilà, donc je baigne dedans. Alexandre Morteau, donc moi je viens du CDES comme Arthur ce matin. J'ai un parcours qui est d'abord un parcours académique puisque j'ai fait un doctorat de sciences politiques qui était consacré aux Jeux Olympiques. Et donc suite à cette expérience-là, j'ai rejoint le CDES où j'officie désormais en tant que chargé d'études économiques, mais avec un prisme aussi très, on va dire, sociologie de l'action publique, sociologie des pratiques sportives, etc. Et donc c'est moi qui ai l'insigne honneur de vous sortir de votre sieste cet après-midi alors que vous êtes en pleine digestion. Donc on va bouffer pas mal de chiffres. L'idée c'est plutôt d'avoir un ordre de grandeur et des tendances qui se dégagent que de se focaliser sur des points de pourcentage ou des euros près à la virgule. Et voilà, et d'avoir aussi des interactions avec vous pour discuter d'un certain nombre de tendances qui, comme ça a été dit, recouperont aussi des choses qui ont été discutées ce matin ou j'imagine hier et probablement demain dans la suite de la formation. Donc, une première intervention sur les champs économiques du sport et on va revenir avec vous sur, grosso modo, le fonctionnement des clubs sportifs fédérés et quelles sont un petit peu les grandes tendances, les caractéristiques qui permettent d'observer les différences entre les différents clubs avec aussi quelques éléments de typologie et ensuite on reviendra sur quelques éléments d'ouverture. Je vous ferai pas un tunnel là-dessus parce qu'il y a des choses qui ont été dites ce matin et donc ce sera plus un moment d'échange notamment avec Julien. Quelques éléments de cadrage d'abord sur le poids économique du sport en France. Donc il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées sur le sujet. Spoiler alert, on n'est jamais totalement d'accord sur les chiffres. Donc là, ce que je vous présente, c'est plutôt les chiffres de l'INJEP, qui sont une estimation, on va dire, un petit peu conservatrice du poids économique du sport en France, mais qui donne une première idée. Donc, en gros, on essaie de déterminer ce que différents agrégats économiques dépensent dans le sport, et ensuite on fait une addition et on a un joli chiffre tout beau. Donc, premier poste, les dépenses sportives des ménages, donc ce que vous et moi pouvons dépenser dans le sport, qui se monterait à peu près à 25,9 milliards d'euros, dont 8,4 milliards d'euros qui sont les cotisations vers les structures et la consommation de spectacles sportifs. Donc quand vous allez voir votre match de foot préféré ou les Jeux Olympiques, comme on en a discuté ce matin. 17,6 milliards d'euros achat de matériel sportif en tout genre, hors habillement, donc qui concentre un petit peu la valeur économique. On a ensuite un gros poste qui est évidemment le public. Alors ici, une estimation à 15,7 milliards d'euros. Bon, j'imagine que vous le savez, mais l'essentiel des financements publics, ça vient des collectivités locales. Et quand on dit collectivités locales, c'est essentiellement le bloc communal, donc communes et EPCI, puisque les départements et les régions, et on pourra peut-être y revenir, sont encore de petits investisseurs dans le sport qui pourraient se bouger un petit peu davantage. Voilà, ça c'est un premier point. Autre financeur, évidemment, l'État. Alors, si on prend les chiffres un petit peu globaux, l'État dans le sport, c'est environ 7,6 milliards d'euros. Et donc là, avant que vous fassiez des gros yeux en me disant « Oula, c'est quand même vachement plus que le budget du ministère des Sports », en effet, l'essentiel de l'action de l'État dans le sport, c'est en fait les enseignants d'éducation physique et sportive, donc le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Et la petite part résiduelle, c'est effectivement le ministère des Sports, sachant que dans cette enquête-là, elle a été faite en 2023, enfin 2022-2023.
Donc on avait en plus l'espèce de boost sous-en fait des Jeux Olympiques dans le budget du ministère des Sports, qui évidemment n'est plus tout à fait une réalité aujourd'hui. On y reviendra. Les dépenses sportives des entreprises, enfin, donc 1,8 milliard d'euros. Là, ça concerne essentiellement les droits de retransmission télévisée et le sponsoring. Donc, vous voyez un agrégat qui est plus petit. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est simplement parce que quand on fonctionne comme ça, on évite de faire des doubles comptes, c'est-à-dire de compter 1 euro plusieurs fois. Donc, en fait, quand vous payez ici du spectacle sportif, c'est simplement pour ne pas le recompter ici du côté des entreprises. Voilà. Ça, c'est juste des petits points de méthode. Donc, ici, on aurait un total autour de 43,4 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 1,6% du PIB. D'autres estimations vont tourner plutôt autour de 65 milliards d'euros. Là, on est autour de 2,6% du PIB. Donc, vous voyez, le delta peut être assez important en fonction des méthodes utilisées. Il y a notamment ici, je pense, un point assez important qui est une sous-estimation des dépenses publiques, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Ensuite, dans tout ça, le poids économique du mouvement sportif. Donc là, c'est une ancienne étude faite par le CDES en 2018 pour le CNOSF. Donc les chiffres sont un petit peu anciens. D'ailleurs, si le CNOSF veut des nouveaux chiffres, n'hésitez pas à sonner à la porte. Donc le poids du mouvement sportif, donc dans ce qu'on a vu juste avant, mouvement sportif amateur, environ 16,25 milliards d'euros. Le sport pro, 3 milliards d'euros. Donc là aussi, intéressant de voir les échelles entre les deux. Et puis les dépenses personnelles des pratiquants, environ 2,40 milliards d'euros. Donc on tourne, retenons, autour de 11-12 milliards d'euros. Là encore, plutôt que le chiffre en lui-même, c'est intéressant de voir les proportions. On serait autour de 20-25% à peu près de la dépense sportive globale qui serait dans le sport fédéré. Ce qui n'est pas complètement déconnant quand on pense aussi à la répartition entre de pratiques sportives entre ceux qui font du sport dans le mouvement sportif et ce dont on discutait ce matin plutôt en dehors. Et enfin, n'oublions pas les contributions des bénévoles. Je pense que ça vous concerne particulièrement, puisque si le bénévolat se caractérise par le don gratuit de temps et le don de soi, ça a quand même une valeur économique évidemment. Donc ça c'est pareil, c'est toujours un petit peu délicat à estimer, mais on peut faire de premières approches. Donc vous voyez une fourchette qui est en fait un râteau ici. On peut estimer que la contribution des bénévoles se situerait autour de entre 5,2 et 10,1 milliards d'euros. Ça en fait, ça dépend de quel coefficient multiplicateur vous appliquez. C'est-à-dire que dans la première option, on considère que les bénévoles fictivement seraient payés à l'équivalent du SMIC. Dans le deuxième point, on serait plutôt sur la moyenne du salaire dans la branche sportive. Donc on passe du simple au double. Voilà, là encore, retenir la hauteur, c'est que si on coupe la poire en deux autour de 7,5, vous voyez par rapport à un mouvement sportif qui pèse autour de 11-12 milliards d'euros, la contribution des bénévoles est extrêmement importante dans l'ensemble de cette économie. Donc sur les bénévoles, là aussi, c'est toujours un peu difficile à estimer. Autour de 3,5 millions de bénévoles dans le mouvement sportif. Donc premier poste de bénévolat en France, tout secteur confondu. Autour de 85 heures de durée annuelle de participation dans les clubs, clubs et autres structures, ce qui correspondrait plus ou moins à 180 000 emplois équivalents temps plein. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Et enfin, un petit point sur les salariés au sein des associations sportives. Donc vous voyez, on plafonne à peu près autour de 84 000 personnes. Donc ça bouge pas énormément sur la période. Par contre, ça masque aussi le phénomène des travailleurs indépendants qui, là, pour le coup, sur toute la durée des années 2010, est en forte augmentation et qui représente de plus en plus une force de travail importante dans le secteur. J'en viens donc à la thématique du jour, où en fait je vais vous montrer des chiffres tirés d'une étude qui a été réalisée autour de 2019-2020 dans le mouvement sportif, pour donc essayer de déterminer un petit peu comment se structurent les budgets des clubs dans le sport fédéré. J'imagine que vous le savez, mais tout ce qui est sport professionnel, on a évidemment beaucoup de chiffres qui sont disponibles, mais avec la grande diversité de structures dans le mouvement fédéré, c'était un petit peu plus flou. Et donc, une enquête a été pilotée pour y répondre. Cette enquête, elle a été administrée c'est un questionnaire qui a été envoyé à environ 170 000 clubs à l'époque et 3 800 réponses exploitables, donc qui permettent de tirer un certain nombre d'enseignements statistiques sur ces différents enjeux. Alors, les produits moyens, donc le budget moyen des clubs dans le mouvement fédéré, c'est 52 700 euros. Certains d'entre vous trouveront peut-être que c'est énorme, d'autres que c'est ridicule. Je vous montrerai évidemment que ça cache des disparités très importantes. Au niveau de la structure, donc une bonne partie des recettes provient des adhésions annuelles. Vous le voyez, à peu près 40% du total.
Un autre deuxième poste important, tout ce qui est recettes d'activité et prestations de services, qui compte pour un peu plus d'un quart de l'ensemble. Et ensuite, tout ce qui est subventions, aide à l'emploi, les partenariats, etc. Donc, cette première approche permet de dégager un certain nombre d'enseignements. Premièrement, que les subventions, donc, si je repasse là, en moyenne, comptent pour 16% du total. Ce qui veut dire réciproquement que les clubs sont essentiellement financés par de l'argent qui vient du privé. Alors, ça peut paraître évident, mais il faut quand même le redire. On a souvent cette image d'un sport hautement subventionné et perfusé à des fonds publics. C'est pas vrai. Pour 75% des clubs, moins de 25% de leur budget provient des subventions. D'accord ? Donc ça démontre quand même une réelle capacité à générer des recettes par eux-mêmes. C'est le sens de ce deuxième chiffre important. On est autour de 68% des clubs, enfin 68% qui se financent par des ressources propres. D'accord ? Donc à la fois les adhésions et les recettes d'activité. Donc on l'a dit, les recettes publiques c'est environ 16%. Pour autant, l'action publique en faveur du sport ne se limite pas simplement aux subventions qui sont envoyées aux associations sportives. Je reprends mes chiffres de tout à l'heure. Les communes et les communautés de communes financent énormément le sport, ont un rôle structurant à jouer, notamment dans la construction, l'entretien des équipements sportifs et leur mise à disposition. Environ 83% des équipements sportifs en France sont détenus par les communes. Donc c'est évidemment un poste extrêmement important et c'est là où les questions autour des finances publiques et de leur diminution va se poser avec une acuité particulière. Ensuite, au niveau des charges. Donc, premier poste de charge, en moyenne, les charges de personnel qui compteraient pour 35% de l'ensemble. Et ensuite, on a 3 postes qui se trouvent autour de 10%, donc à peu près équivalent. Les différents reversements, on va dire, internes au mouvement sportif. Tout ce qui est frais de déplacement et enfin les équipements sportifs. Et après, les achats et services divers, donc qui peuvent concerner aussi bien les enseignements que du matériel, etc. Donc qui forment également un agrégat important. Je vais passer plus spécifiquement maintenant aux facteurs qui impactent le modèle économique des clubs. Donc là, on a vu budget moyen 52 700 €. Le problème, c'est que quand on raisonne en moyenne, si vous avez fait un peu de statistiques, vous savez que les valeurs très fortes vont tirer la moyenne vers le haut et donc masquer les disparités. Donc il faut des fois un peu plus réfléchir en termes de médiane. Par exemple, au CDES, on travaille en ce moment avec la Fédération française de ski. Budget moyen d'un club de ski affiché 100 000 €, la médiane 50 000 €. D'accord ? Ça veut dire que la moitié des clubs de ski ont un budget inférieur à 50 000 €. Donc on passe du simple au double, c'est assez important. Et on va le voir ici avec différentes caractéristiques. Et c'est là que je commence à vous introduire mon magnifique camailleux de violet, avec de l'aubergine, du mauve et du lavande qui se distinguent très bien à l'œil nu. Donc on va essayer d'expliciter un petit peu si jamais vous voyez mal. Mais première caractéristique importante, c'est le statut employeur ou non employeur du club. Là, vous voyez, la différence est assez flagrante. Donc, les clubs non employeurs ont des budgets qui sont sensiblement moins élevés que les clubs employeurs. Je vous retrouve le petit chiffre parce que je m'y perds dans mes propres agrégats. Donc on est en moyenne ici autour de 37 000 € de budget pour les clubs non employeurs. On passe à quasiment 210 000 dès l'instant que les clubs ont au moins un salarié dans leur rang. Donc vous voyez, on passe en fait à une multiplication par 5 entre l'un et l'autre. Évidemment, les clubs sportifs employeurs sont très largement minoritaires, puisque au moment de l'étude, en tout cas dans le panel de répondants, environ 12% d'entre eux seulement comptaient au moins un salarié. En moyenne, on compte 4,7 salariés par club sportif. Là encore, des différences énormes entre les clubs, puisque 36% des clubs employeurs ne comptent qu'un seul emploi. D'accord. Donc là aussi, on a des valeurs en fait très très hautes sur des très gros clubs qui vont un petit peu distordre la moyenne. Élément intéressant, vous voyez 4,7 salariés en moyenne pour 2,6 ETP en moyenne. Donc ça veut dire qu'on est très très majoritairement sur des emplois à temps partiel. Et on passe quasiment du simple au double entre le nombre d'employés et le nombre d'équivalents temps plein. Et donc comme je vous le disais, environ un peu plus d'un tiers des clubs qui ne disposent que d'un seul emploi. Deuxième caractéristique importante, la compétition.
Donc le principe est plutôt simple. Plus vous faites de la compétition à niveau élevé, plus votre budget de club est important. Donc, sur mes trucs qui se voient pas là, on a les 30 premiers pourcents, c'est les clubs qui n'offrent pas du tout de compétition. Donc réciproquement, 70% des clubs participent à un circuit compétitif. Ici, dans le violet, un peu moins violet, plus moins clair, on est sur les clubs qui font des compétitions à niveau local, donc avec 24 200 € de budget en moyenne. Donc vous voyez, entre l'absence de compétition et des compétitions à niveau très local, on se trouve sur des budgets qui sont à peu près similaires. D'accord ? On n'a pas encore eu de saut véritablement quantique. Ici, 47 000 €, 22% des clubs, on passe au niveau de compétition régionale. Donc déjà, un premier effet cliquet avec des budgets quasiment 2 fois plus importants à partir du moment où on s'intègre dans ce type de sphère compétitive. Ici, 24% des clubs qui sont engagés au niveau national, un peu plus de 84 000 € de budget moyen. Donc là, ça commence à devenir assez conséquent. Et enfin, 162 000 € si les clubs participent à des compétitions au niveau international. Évidemment, ça concerne une minorité des clubs, seulement 7%, mais on est déjà du simple au double par rapport au niveau national. Donc, le circuit compétitif a véritablement un effet très important sur le budget des clubs et la structure budgétaire, avec toutefois une interrogation quant au lien donc on voit une corrélation, quel est le lien de causalité ? En gros, est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de pognon que vous allez faire des compétitions à haut niveau, ou est-ce que c'est parce que vous faites beaucoup de compétitions qu'au fur et à mesure vous accumulez de la trésorerie et que vous grossissez ? Là, effectivement, le lien est pas forcément évident entre la poule et l'œuf, mais peut-être que certains d'entre vous, par leur expérience, auront des choses intéressantes à dire, ou sur des trajectoires de clubs qui passent un petit peu de l'un à l'autre. Juste, quand tu dis club, ça peut être association où tu peux avoir des SAS aussi ou là-dedans ? Ouais. Je sais pas, il faudrait que je te regarde les deux au sein de l'étude, ce qui avait été fait. Oui. Quand tu parles de pratiques compétitives, tu parles en termes de nombre d'engagements sur les compétitions ou tu parles en termes de niveau de compétition ? Niveau de compétition, okay. ouais. Plus ça haut niveau, plus il y a de budget. C'est ça. Okay. Alors, je me suis paumé dans mes trucs. Oui, voilà. Donc, organisation d'événements, là aussi, caractéristique assez structurante pour les différents clubs. Donc, qu'est-ce qu'on appelle événements ? L'ensemble des produits type stage, tournois, des actions de grand public, des événements sportifs, bref, d'événements festifs, qui sont organisés par les différents clubs. Donc, pour les clubs qui organisent ce type d'événement, on est sur un budget moyen autour de 75 000 €. Pour ceux qui n'en organisent pas, on est autour de 21 000 €. Donc là, vous voyez, on est sur un rapport de 1 à 3 entre ces différents types de clubs. Alors, ce qui est assez intéressant avec les clubs organisateurs, en tout cas ce qui peut paraître contre-intuitif, vous voyez, c'est que les recettes d'activité ici, dans le deuxième niveau de violet, sont à 26%, alors qu'ici, chez les non-organisateurs, ils sont à 37%. Alors, c'est pas une erreur statistique, c'est simplement que là, on a des effets de volume qui jouent. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous faites des événements organisateurs, en fait, vous allez réussir à gratter plus de subventions, vous allez réussir à gratter plus de partenariats, donc vous diversifiez, en fait, les revenus qui vont irriguer le club. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que plus vous faites d'événements, plus ça, on va dire, justifie de la nature sociale du club, ça justifie de son ancrage territorial et ça permet d'aller chercher des nouvelles formes de revenus, ce que font moins les clubs non organisateurs qui vont se concentrer, donc, dont les recettes d'activité vont être en proportion plus importantes, mais évidemment en valeur assez faible. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte, on va dire, dans la vie globale du club. Troisième point, le territoire d'implantation, avec qui se singularise comme toujours l'Île-de-France. Hein. Ici, c'est Paris, donc quasiment 2 fois plus de budget moyen, 131 500 € pour les clubs franciliens par rapport aux plus élevés dans d'autres zones. Alors, est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est une différence pareille au niveau francilien ? Effectivement. Ok. Alors, effectivement, il y a plus d'adhérents. Et alors, pourquoi il y a plus d'adhérents ? On a effectivement un territoire qui est très particulier, comme vous le savez, qui est très densément peuplé. 18% de la population nationale, mais seulement 12% des clubs. Donc, en fait, il y a une tension très forte en Île-de-France sur notamment les équipements sportifs. À peu près 48 équipements sportifs pour 10 000 habitants en France, à peine 24 en Île-de-France. Et sur Paris, c'est encore moins.
Donc on a vraiment une forte tension et sur le foncier, sur le nombre de personnes. Et donc quand on a beaucoup de demandes mais peu d'offres, qu'est-ce qui se passe ? Et les prix montent. Et oui, c'est beau le marché. Donc effectivement, on a plus d'adhérents en moyenne par club et des frais d'adhésion qui sont aussi plus élevés. Ce qui se retrouve ici, vous voyez, sur la structure budgétaire. Là, on est en club au global, 42% donc d'adhésion, etc. Dans la part des adhésions, dans le budget. En moyenne, en Île-de-France, on monte à 60%. Donc là, on a vraiment des structures qui sont assez différentes et qui sont liées aux spécificités de ce territoire, qui se retrouvent en fait globalement dans la plupart des grands pôles urbains. C'est-à-dire que quand on raisonne, donc non plus en termes de région, mais en termes de densité urbaine, on retrouve ce phénomène-là, où on a des budgets plus importants dans les clubs, évidemment qui sont dans des bassins de population plus élevés, et qui donc retrouvent cette idée de cotisation très importante dans leur modèle économique. Donc vous voyez, hors des grands pôles, on est en moyenne à 35 000 euros, et dans les grands pôles urbains, on serait plutôt autour de 57 000 euros de budget moyen. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, ou est-ce que vous voulez juste que je vous redonne des pourcentages ? Oui. Moi, du coup, j'avais deux questions. La première, ça revient sur ce que vous aviez dit avant par rapport aux subventions et au fait qu'il y a très peu de part de subventions dans les budgets. Est-ce que c'est parce qu'il y a très peu d'appels à projets ou pas beaucoup ? Est-ce que c'est parce que les clubs ne répondent pas et du coup il y a un fort taux de non-recours ? Ou est-ce qu'il y a aussi un manque de compétences entre guillemets qui fait qu'il y a beaucoup de projets qui sont déposés, qui sont laissés de côté parce qu'ils ne sont pas suffisamment précis ou suffisamment développés ? Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce que vous montriez juste avant sur les budgets des clubs en compétition, etc. Hier, on en a beaucoup parlé, notamment sur les politiques d'inclusion de sport pour toutes et tous, de sport santé, etc. Le fait est que, du coup, les clubs qui veulent mettre en place ça ne sont pas suffisamment accompagnés, sont pas assez accompagnés pour pouvoir développer des pratiques de ce type. Donc, est-ce que vous avez une idée de comment reformer un peu le modèle ou comment revoir le modèle pour justement permettre soit d'accompagner plus les clubs qui vont vers ce type de pratique et donc par des subventions ou par le fait de répondre aux appels à projets. Parce que là, moi en tout cas je le vois dans le département où je suis né, au niveau du projet sportif fédéral de différents clubs, les clubs de chez moi, il n'y en a aucun qui sont au courant que ça existe ou qui sont très peu accompagnés là-dessus. Et donc comment on arrive justement à accompagner les clubs au local vers ce type de pratique. Ok. Sur le premier point sur les subventions, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on remarque que quand les subventions n'ont pas un impact direct sur le budget du club. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand les subventions diminuent, on remarque que les clubs arrivent à générer des recettes d'activité par eux-mêmes pour, entre guillemets, compenser. Ce qui ne veut pas dire que les subventions sont pas importantes, mais enfin, il y a, on va dire, une certaine élasticité à ce niveau-là qui peut permettre de s'adapter, en tout cas jusqu'à un certain point. Pour répondre à votre deuxième question sur, on va dire, comment le club devient opérateur de politique publique finalement via des appels à projets, ce genre de choses, il y a plusieurs dimensions. La première, c'est effectivement, on va dire purement et simplement de la communication, soit de la part de l'écosystème fédéral qui fait redescendre et accompagne en disant voilà, regardez, ça existe, etc. Parce que effectivement, se tenir au courant des marchés publics, c'est pas une évidence, ça se travaille. Il y a aussi un enjeu, là je pense, au niveau des administrations publiques elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est quand même pas toujours très très clair et à quel point le sport va être identifié comme un levier sur un certain nombre de sujets. Depuis 2017 et les Jeux Olympiques, on a vu qu'il y a eu pas mal d'émulation à ce niveau-là, on a foutu du sport un peu partout, ce qui est légitime, mais est-ce qu'on y a mis vraiment les moyens nécessaires, et deux, est-ce qu'on a fait redescendre l'information vers les acteurs concernés ? Je suis pas sûr que ce soit le cas. Le troisième point, et ça rejoint un petit peu en fait ce pourquoi vous êtes là aussi aujourd'hui et les différents projets autour du bénévolat, c'est la question de la montée en compétence des bénévoles. Puisqu'évidemment, quand on donne de son temps, déjà on le fait souvent par passion, et ensuite on sait plus ou moins faire un certain nombre de choses. Répondre à des appels à projets, c'est pas évident. Répondre à des appels d'offres, déjà c'est pas très marrant. Et en plus de ça, ça demande un certain nombre de compétences. Il faut intégrer un langage un peu techno-bureaucratique, pas toujours super cool, ou un langage de management, etc. Donc là, il y a des enjeux plus spécifiquement sur la formation des bénévoles, comment est-ce qu'on accompagne les gens, donc sur l'information d'une part, et ensuite sur cette montée en compétences.
Ça peut se faire dans des cadres tels qu'on le connaît aujourd'hui. Et après, je pense que les fédérations elles-mêmes, et vous allez pouvoir le dire, ont aussi des actions à ce niveau-là. De manière concrète déjà, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs aspects sur les non-sollicitations de subventions. Il y a quelques subventions où je dirais que les dossiers sont devenus tellement bureaucratiques que ça décourage les dirigeants de déposer parce qu'il n'y a pas de... Je dirais, il y a beaucoup de corvées et peu de plaisir à le monter, à le déposer. Et donc, même sur des subventions relativement simples, les gens parfois n'y vont plus et n'ouvrent même pas le dossier. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui remonte de la part des dirigeants, et y compris des gens qui sont même salariés pour le faire. Par moment, ils disent ouais, le dossier va me bouffer 12 ou 15 heures, alors qu'en fait, je vais mettre en place une soirée, je vais gagner plus, ou un tournoi, je vais gagner plus. Donc il y a un phénomène en partie qui est lié à ça. Il y a un deuxième phénomène, c'est qu'il y a pas mal de clubs, et notamment quand ça va dans les dimensions sociales, où il y a des aides qui sont bien plus importantes sur les ministères de la cohésion sociale ou de la santé, qui sont bien plus importantes que ce qu'on peut même avoir au niveau de l'ANS, et qui sont un peu plus méconnues par nos acteurs, et qui sont souvent un petit peu plus compliquées à comprendre au départ pour entrer dedans, mais où après les financements peuvent être plus importants. Et un des enjeux pour les fédés, en dehors de faire connaître simplement, c'est aussi de trouver le bon positionnement. C'est-à-dire que si vous avez eu l'occasion un jour de déposer un dossier à l'Agence régionale de santé, alors c'est pas mal, hein, et puis ils peuvent aller assez loin. Moi, j'avais l'exemple du Grand Est où sur l'enveloppe, ils avaient 40 millions à partager. Ils arrivaient pour le sport uniquement. À l'époque, ils en donnaient, je crois, 3 millions parce qu'ils n'avaient pas de demande. Donc les gens ne savaient pas. Puis quand il fallait déposer, il fallait être assez pointu parce que c'était un dossier qui était monté par des gens qui font que ça, et donc ils voulaient des éléments précis. Ce qui a changé et ce qui peut changer quand vous êtes dans une fédé, dans une ligue ou dans un comité, c'est de déposer en tant que tête de réseau, c'est-à-dire c'est vous les ingénieurs, et c'est peut-être même pas former le dirigeant qui est important. En fait, c'est d'être capable, vous en tant que tête de réseau, de déposer le dossier de manière globale pour que le club, lui, soit l'opérateur de l'action, mais pas forcément finalement à déposer chaque club dans son coin un dossier auprès de la politique de la ville, de l'agence régionale de santé, etc. Mais plutôt d'avoir des spécialistes dans les services qui soient capables de le faire, et que finalement la mutualisation dont on parle des fois pour un équipement ou pour un outil, là elle se fait en fait sur un appel à projet. Et pour le coup, il y a des exemples concrets puisqu'il y a des crosses qui commencent à le faire, notamment sur les actions sport santé, et qui sont directement l'interlocuteur de l'ARS par exemple. Donc ça, je pense que c'est effectivement dans les évolutions des fédés, dans les plateformes de services aux clubs et aux membres, d'être capable d'aller dans ces champs-là pour aller chercher ces budgets-là qui sont pas naturels, et même quand on les connaît, ils sont pas forcément simples à appréhender. Ouais, je rebondis juste avant ta question, mais ça pose aussi, je pense que c'était en filigrane dans ce que tu demandais, ça pose une vraie question d'égalité d'accès à la subvention publique et d'égalité entre les clubs, parce qu'évidemment, plus vous êtes structuré, plus vous êtes capable d'aller chercher un certain nombre de projets comme ça, et plus vous êtes petit, plus c'est compliqué. Donc là, il y a aussi, on retombe sur quelque chose d'important qui est la mission de service public, qui me paraît particulièrement importante, et j'y reviendrai un petit peu, mais c'est un peu une caractéristique de l'action publique contemporaine, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup par appel à projet, donc en fait par à-coup, au lieu d'avoir quelque chose d'un petit peu plus homogénéisé qui permettrait de réduire les inégalités. Donc là, il y a un problème qui se pose dans le sport, mais qui se pose bien au-delà de ça, sur comment fonctionne l'action publique et comment est-ce qu'on intervient sur différents secteurs d'action publique. Oui, moi je voulais dire pour les agences régionales de santé, en effet j'ai appris dans une autre réunion que les ARS donnaient des budgets, notamment pour le sport santé, et par exemple en Île-de-France, l'agence régionale de santé ne donne rien, donc toutes les régions ne sont pas équivalentes. Je sais que par exemple dans le Nord, dans les Hauts-de-France, c'est pareil, ils ont des gros budgets, et les clubs ne connaissent pas ça, notamment tous les clubs qui veulent faire le sport santé. Donc c'est vrai que oui, la possibilité de subvention n'est pas la même partout, quoi. Oui. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux, c'est-à-dire les communes n'ont pas les mêmes politiques, les métropoles ou les EPCI non plus. Donc ça, c'est sûr que d'un territoire à l'autre, les enveloppes atteignables sont pas les mêmes. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, donc les fédérations ont repris la redistribution d'anciennement du CNDS.
Ce qui fait que c'est intéressant aujourd'hui de se dire qu'il y a cette enveloppe-là qui est à partager entre les clubs qui montent des actions, mais d'essayer de la compléter avec d'autres cofinancements, c'est intéressant aussi. En tout cas, si vous êtes dirigeant demain dans un comité ou une ligue ou une fédé, c'est intéressant de se dire que finalement, je vous donne l'exemple du squash, parce que la campagne vient de finir. On a 600 000 euros de demande de la part des clubs pour une enveloppe à distribuer de 230 000. Donc on voit que l'écart qu'il y a entre les montants que les clubs aimeraient avoir pour monter leur action et ce qu'on peut redistribuer aujourd'hui est de l'ordre de 1 à 3. Et idéalement, si on arrivait à compléter ces enveloppes-là pour que finalement chacun puisse mettre son action en place ou la mettre complètement en place, c'est un des services que les fédérations peuvent rendre à leurs clubs. Je sais pas si on a répondu à la deuxième question que tu avais par contre, Thibaut. Si, ça. C'est mieux comme ça. C'était pas tellement une question, c'était plus un partage d'expérience par rapport à votre question tout à l'heure de est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on fait des compétitions ou est-ce que c'est l'inverse. Moi, je viens de la fédération de sport universitaire et au niveau des AS, sur mon site de Lyon, on a un fonctionnement un peu spécial. C'est-à-dire que chaque université a son association sportive et vu qu'on est plusieurs universités à Lyon, après il y a une autre grosse AS qui vient réunir toutes les petites AS entre guillemets d'université pour justement les compétitions et les grands événements pour qu'on mutualise nos ressources de joueurs et de sportifs. Et donc le but de cette association, c'est vraiment la compétition. Et il se trouve que cette année, on n'a pas beaucoup de dynamique autour de cette AS à cause de l'engagement, que ce soit des étudiants ou des enseignants. Et surtout, on a un gros manque de moyens, ce qui fait que à cause de ce manque de moyens, on ne se présente pas aux compétitions. Et du coup, on est en train de perdre l'AS parce que la compétition, c'est l'objectif de la structure. Donc, si on s'y présente pas, on est voué à disparaître. Donc, c'était un peu pour apporter cet éclairage sur le sens de l'œuf ou de la poule. Merci. Et merci beaucoup pour cette précision. Donc, s'il n'y a pas d'autres partages ou d'autres questions, j'avance rapidement avec une petite typologie par rapport à ce que je vous ai dit ici, pour essayer de classifier un petit peu différents types de clubs qu'on pourrait réunir. Donc les auteurs de l'étude ont fait ce qu'on appelle une ACM, une analyse de correspondance multiple. Donc voilà, si vous avez fait soit un peu de sociologie, soit des stats, ça vous parlera peut-être. Sinon, grosso modo, on sélectionne quelques variables, on projette ça sur un plan et donc ça nous fait un petit peu des regroupements de profils similaires. Donc ici, il y a un peu 3 grands types qui ont été identifiés. Donc ce qui a été appelé les clubs de proximité, les clubs intermédiaires. Donc visiblement on avait du mal à trouver un nom un peu sympa, et les clubs phares, donc qui représentent tous les 3 des réalités assez contrastées. Donc bon, pour la répartition, grosso modo, vous avez ici les clubs de proximité qui représentent 66% du total des clubs, les clubs intermédiaires qui représentent 31 ou 37% parce que c'est flou, et ici les derniers, les clubs phares qui représentent 3% de l'ensemble. Donc vous voyez, on retrouve ces idées que les moyennes aplanissent très fortement la diversité des clubs, où on a en fait une toute petite minorité de très 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 gros clubs, et on va voir que économiquement ça a une importance capitale, et ensuite ce qui forme davantage tout le tissu associatif du mouvement fédéré. Donc si on prend un petit peu les différentes caractéristiques, vous voyez, les clubs de proximité, on a un budget moyen qui est de 11 800 €. C'est modeste. Sur les clubs intermédiaires, on est plutôt sur des structures qui tourneraient autour de 80 000 € de budget en moyenne. Et enfin, les clubs phares, qui explosent les compteurs, on est à 917 000 € de budget en moyenne. Donc là, vous voyez, on parle de mondes qui n'ont à peu près rien à voir les uns avec les autres, puisqu'on passe de un petit x8 à un x80-90. D'accord ? Donc, des écarts conséquents. Ces fameux petits clubs, donc ils représentent 66% du total. En revanche, ils représentent à peine 6% du poids économique global du sport fédéré. Donc une énorme masse, mais qui a finalement assez peu de moyens, souvent un nombre de licences inférieur à 100, donc des clubs relativement modestes,
Des clubs qui se caractérisent également plutôt par des licenciés relativement âgés. Ouais, c'est des clubs qui ont plutôt du mal à capter les jeunes, et donc qui vont avoir leur budget, voilà, qui est principalement constitué ici des recettes d'adhésion et des recettes d'activité. Les clubs intermédiaires qui commencent à être donc un peu plus importants, donc c'est 31% des clubs, un peu moins du tiers, 46% du poids économique total. Donc vous voyez là les premiers effets de surreprésentation économique par rapport à la puissance démographique. Environ 100 à 500 licenciés dans ces structures-là, qui vont donc davantage participer au circuit compétitif, hein, comme je vous l'ai dit. Donc on est plutôt sur des compétitions généralement au niveau départemental ou régional, voire dans certains cas national ou international. Et enfin les clubs phares. Donc là on est vraiment sur des grosses entités, puisque à peu près 70% d'entre eux comptent plus de 1000 licences. Hein, donc on est vraiment sur souvent sur des clubs qui sont des clubs multisports, et où les recettes d'adhésion donc sont à peu près au niveau de la moyenne nationale, mais vous voyez, on va avoir une diversification des revenus avec pas mal de recettes d'activité, et ensuite des subventions et une capacité à aller chercher des partenariats. Donc là, on est vraiment sur des entités qui sont particulièrement costaudes en termes économiques. Donc là, je passe un petit peu rapidement, parce que c'est simplement des exemples de clubs, donc on pourra vous les passer si vous voulez, mais pour voilà des exemples un petit peu concrets de répartition budgétaire et de fonctionnement des uns et des autres. On a ici un représentant du squash quand même, il fallait bien, sur ces différents types de clubs. Quelques petits éléments de comparaison, puisque ça, donc, c'est une étude de 2020. Oui. Est-ce que tu sais sur la répartition s'il y a une différence entre les fédés olympiques et les non olympiques? Est-ce que des fédés olympiques auraient potentiellement, je sais pas, plus de le club de la 3e catégorie? Ouais. Alors ici, les fédés olympiques sont sous-représentés, par exemple. Ici, tu as déjà davantage de fédérations olympiques et une proportion assez forte de sport co, notamment les clubs de foot, de basket, etc. Ils sont assez souvent présents. Et ici, tu es sur du multisport, donc ils vont englober effectivement un certain nombre de fédés olympiques. Mais ouais, grosso modo, ici, c'est là où c'est le moins présent. Donc je passe un peu vite là-dessus parce qu'on va pas faire du Excel toute la journée non plus. Quelques petits éléments de comparaison avec d'autres études qui ont été faites. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement sur le tissu amateur, sport fédéré au sens large, on a en fait assez peu de travaux économiques. Ça n'a pas beaucoup intéressé ni les universitaires ni forcément d'autres institutions. Donc je vous ai dégoté juste deux petites références parce que j'aime bien la bibliographie, c'est un peu mon kink. Donc une étude qui a été publiée assez récemment sur donc cette fois sur un cadrage régional dans les Hauts-de-France. Donc avec une méthodologie un petit peu différente, mais enfin pareil, par questionnaire, on va demander aux différents clubs un petit peu la répartition de leur budget. Les auteurs ont cette fois-ci fait une autre typologie, les sports en contact avec la nature, des sports dits de convivialité, des clubs de convivialité, des clubs dits de motivation physique et des clubs dits de santé et bien-être. Spoiler alert, les deux du centre représentent 93% de l'échantillon. D'accord, donc on est vraiment là sur le cœur de l'étude. Ici, budget moyen pour les clubs de convivialité, 52 000 euros. Donc on se rapproche un petit peu de cette précédente étude que je vous ai présentée. Et pour les clubs de motivation physique, en revanche, 106 000 euros de budget moyen, donc ce qui est quand même beaucoup plus important. Mais à nouveau, si on fait une petite médiane, on voit que les écarts sont assez importants puisque le budget médian se trouve à 15 000 euros ici et à 37 000 euros pour les sports à motivation physique. Au niveau de la structure budgétaire, on est sur quelque chose d'assez similaire, pas au pourcentage près, mais enfin ça se ressemble, c'est-à-dire que on voit bien que les licences, les recettes d'adhésion représentent à nouveau le principal agrégat du budget des clubs. Ce qui va changer un petit peu, c'est que donc en fait vous avez ici une division des recettes d'activité en plein de postes budgétaires différents, donc ce qui donne cette impression d'éclatement, mais on est à peu près dans les mêmes proportions. En revanche, ici, on serait autour de 22-25% de subventions, donc ce qui est quand même assez sensiblement plus élevé que ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que ce sont des divergences territoriales ou est-ce que, à l'inverse, c'est un biais lié à la méthodologie statistique? Bon, en tout cas, c'est un résultat à prendre en compte. Ce qui m'a paru surtout intéressant dans cette étude, c'était l'accent qui est mis non pas seulement sur l'aspect économique du club, mais sur son ancrage territorial et sur sa capacité à s'implanter dans le tissu local. En gros, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont regardé les caractéristiques des dirigeants sportifs
Et ils ont constaté que, je vous la fais courte, mais plus votre dirigeant de club fait partie des CSP+, plus votre budget de club aura tendance à être élevé. Il y a une corrélation positive entre les deux. Comment on explique ça ? Simplement que plus les individus en charge des clubs ont une surface sociale importante, plus ils vont être capables d'aller chercher de nouvelles recettes. D'accord ? Donc si vous êtes, chef d'entreprise et président de votre club de foot local, vous allez connaître d'autres chefs d'entreprise, donc vous allez essayer de gratter quelques sponsors, machin. Vous allez peut-être connaître quelques élus qui vont vous permettre d'obtenir davantage de subventions, etc. Donc ça, c'est aussi assez intéressant en termes de pas seulement penser en termes économiques, mais comment est-ce qu'un club s'intègre dans ce tissu social local. Donc voilà, d'où cette espèce de deuxième recommandation. Les associations sportives doivent mener une réflexion sur le recrutement de leur président, tant sa formation, sa profession, son diplôme, ses compétences ont un lien significatif avec leur budget. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, si on se place d'un point de vue un petit peu social, le risque, c'est quoi ? C'est de renforcer une forme d'élitisme qui est déjà assez présente dans le milieu sportif, puisqu'on a déjà des bénévoles qui sont plus diplômés, appartiennent davantage aux catégories aisées que la moyenne, et aussi plus masculines. Donc, si on applique ce raisonnement, on va un petit peu à l'encontre d'autres politiques publiques qui consistent à dire, il faudrait peut-être davantage féminiser les postes de direction, ou il faudrait aussi aller chercher les publics qui sont plus éloignés de la pratique, puisque je vous le rappelle, la pratique sportive reste socialement située. Il y a encore des écarts assez importants de pratique sportive entre les catégories les moins favorisées et les catégories aisées. Donc, c'est un résultat qui est intéressant sur le plan scientifique, mais qui doit quand même aussi nous interroger sur le plan politique. Et enfin, le deuxième point, c'est évidemment ce dont on discutait un petit peu tout à l'heure, la capacité à faire monter en compétences les bénévoles pour acquérir un certain nombre de savoir-faire qui peuvent permettre d'améliorer le budget, de répondre à un certain nombre soit de demandes, soit de compétences en termes budgétaires. Je termine rapidement sur une petite comparaison internationale où là, c'est une enquête qui a été menée au niveau européen, donc pour essayer de donner un petit peu une idée de ce que ça donne à l'international. Budget moyen des clubs étudiés donc seulement dans 6 disciplines que vous voyez ici, 96 000 € en moyenne, avec des différences très importantes en fonction du nombre d'adhérents, puisque en dessous de 300 adhérents, on est un budget moyen autour de 30 000 €, au-dessus de 300 adhérents, on est autour de 141 000 €. Donc là encore, on passe du simple au quadruple. Ça montre des écarts assez importants. Sans faire une analyse croisée comme si on était en cours de sciences économiques et sociales pour expliquer le chiffre entouré dans le tableau, simplement retenir que en fonction des sports, les structures budgétaires sont assez différentes. Le football se singularise par une structure budgétaire plus équilibrée et plus diversifiée que les autres, donc une capacité là aussi à aller rechercher de la visibilité pour ce sport. Le basket et l'athlé se trouvent un petit peu dans la même situation, mais à une échelle un petit peu moindre. Et ensuite, on a des sports qui vont être un petit peu plus en galère, par exemple la gym et la natation, qui vont être davantage en difficulté pour trouver des ressources autres, pour avoir de la visibilité, donc qui vont être plus dépendantes, par exemple, des subventions. Et le tennis, qui est vraiment un cas assez unique, puisqu'il repose très très fortement sur directement les recettes issues de l'adhésion de ses membres. Donc qui est une petite singularité de ce sport. Quatrième point, donc ce qui dans l'étude était intitulé « Opportunités et menaces pour le modèle économique des clubs ». Je ne vais pas vous faire tout le laïus pour tous les points qui ont été traités. Certains, on en a parlé un petit peu ce matin, et l'idée c'est quand même plus d'ouvrir la discussion. Donc vous pourrez rebondir sur ce qui vous intéresse le plus. Je vais juste évoquer 2-3 éléments qui me semblent importants et qu'on a peu évoqués, et puis ça nous permettra ensuite de rebondir et de discuter. Donc sur les mutations démographiques, on en a déjà pas mal parlé ce matin, vieillissement de la population, enjeux sur la sédentarité, donc là il y aura un certain nombre de questions à traiter. Je reviens peut-être sur ce qu'on a moins évoqué, les questions de dérèglement climatique, on va appeler ça encore réchauffement climatique dedans, qui est évidemment un problème transversal qui va concerner à peu près tout le monde, particulièrement les sports en extérieur ou les sports des natures pour des raisons évidentes, mais mine de rien ça va se poser à tout le monde. On a à la fois des questions qui se posent sur la pratique en tant que telle, sur les lieux de la pratique, y compris sur le bâti, et enfin sur le modèle global du sport et notamment du sport compétitif. On le voit de plus en plus sur les compétitions internationales, c'est quand même un enjeu de réfléchir à cette pratique qui est très intensive en carbone ou dans d'autres types d'externalités négatives, ce qui pose des enjeux à la fois pour repenser ses propres pratiques sportives, comment est-ce que on s'adapte
à ces changements-là? Est-ce qu'on propose d'autres formes de pratiques sportives? Comment est-ce qu'on répond aussi à une demande sociale, voire une critique sociale, qui est de plus en plus importante? Les jeunes gens aujourd'hui qui veulent faire du sport ont aussi des comportements éthiques ou des attentes vis-à-vis de leur sport qui peuvent entrer en contradiction avec certaines pratiques existantes. Donc ça fait partie des choses à prendre en compte. Dans l'étude, ils étaient assez centrés sur la régulation, c'est-à-dire anticiper le fait qu'un certain nombre de nouvelles règles vont être mises en place et qu'il faudra respecter en fonction de des accords de Paris ou de différents objectifs climatiques. Bon, aujourd'hui, on est en 2025. La prise en compte de l'écologie, de l'environnement, etc., dans les politiques publiques et au niveau international, on va se la faire courte, mais c'est pas trop la fête, quoi. D'accord ? Donc, il y a un certain nombre de choses qui étaient dites à ce moment-là qui étaient assez intéressantes. Aujourd'hui, on est plutôt sur une période incertaine en termes de régulation climatique. Donc, la trajectoire est pas très nette, ce qui forcément renforce encore l'incertitude pour le mouvement sportif. Quant à savoir s'il faut se saisir de ces enjeux-là, évidemment d'un point de vue, on va dire, moral et éthique, et ensuite de ce qui est obligatoire à faire ou non au niveau politique, et là c'est un peu plus compliqué. Autre point important, sur lequel je vais revenir rapidement, la réorientation des dépenses publiques, qui est une manière un peu pudique de dire qu'il n'y a plus beaucoup de thunes pour le sport en ce moment. Bon, ça s'inscrit dans un contexte déjà plus global de mutation assez profonde de l'action publique. C'est pas un scoop, le sport historiquement a été un secteur toujours assez marginal dans les politiques publiques, en tout cas dans les politiques publiques étatiques. Et c'est là où il faut quand même remettre aussi du distinguo. On l'a vu, les communes, les collectivités de communes sont les principales financeuses du sport aujourd'hui. Elles l'ont à peu près toujours été, puisque dès les années 20, ce sont elles qui se sont d'abord saisies de ces enjeux-là. Avec donc les problèmes qu'on connaît aujourd'hui en termes de dépenses publiques au niveau local. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier baromètre de l'Andes qui est paru la semaine dernière, qui présentait des chiffres assez inquiétants sur les prévisions de réduction des dépenses de la part d'un certain nombre de collectivités, donc pour les équipements, pour les événements, pour les personnels. Et un deuxième point sur lequel je vais un petit peu insister, c'est le niveau étatique, donc qui s'est assez peu saisi du sport. Ça a été évoqué ce matin. Il y a eu l'épisode du Front Populaire. Il y a eu ensuite un gros effort sous la Ve République dans les années 60-70. C'est là, on a parlé du haut niveau, mais le vrai effort qui a été fait, c'est sur les équipements sportifs. C'est là qu'on met en place une planification et qui a créé un petit peu le maillage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Depuis la décentralisation, donc depuis les années 80, je la fais très courte, mais il y a grosso modo plus de stratégie sportive au niveau étatique. D'accord ? Et même les Jeux Olympiques, qui ont été une forme de bulle un petit peu où on a vu du sport partout, n'ont finalement pas vraiment changé la donne. Et il y a quand même des vraies questions aujourd'hui sur le pilotage entre le ministère, l'ANS, quels seront l'avenir de ces deux institutions dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout une tendance à la réduction des dépenses publiques, à l'absence de stratégie, que ce soit sur les équipements ou sur d'autres choses, qui interroge quant à la pérennité d'un service public du sport à ce niveau-là, qui, à titre personnel, me paraît un petit peu inquiétant, on va dire, et un recentrement sur le haut niveau qui, là aussi, doit nous interroger quand on voit à quel point le tissu local est important et à qui il faudrait éventuellement donner davantage de moyens. Donc là, effectivement, il y aura un vrai défi dans les années à venir. Et un défi de lobbying aussi du milieu sportif. C'est jamais évident d'avoir du poids auprès d'institutions qui elles-mêmes sont pas forcément extrêmement puissantes dans l'architecture étatique et administrative. Voilà, c'était mon petit point sociologie de l'action publique et je m'arrêterai là sur ce sujet-là. Sur les comportements et consommations et modes de vie, on l'a dit ce matin, c'est essentiellement ce dont on parle, l'évolution des pratiques sportives, qui est en fait une évolution, ça a été très bien dit, de long terme, donc un certain nombre de choses qu'on considère comme nouvelles, qui sont quand même finalement, qui existent depuis longtemps. Ces pratiques qui concernent aussi le bénévolat, ça a été évoqué aussi, cette tendance à un engagement peut-être plus ponctuel. On est passé en quelque sorte de militants sportifs dans les années 70-80 à vraiment des bénévoles avec ces engagements peut-être moins pérennes dans le temps, donc qui se reconfigurent et qui posent effectivement un certain nombre de défis pour les clubs. Mais la formation d'aujourd'hui est aussi une manière de répondre à ce type d'enjeu. Et voilà, je passe un petit peu rapidement sur les restes, tout ce qui est évolution technologique et digitalisation.
mots barbares et anglicismes qu'il faudrait bannir de nos vies. Mais enfin, c'est pas la question. Donc effectivement, des enjeux à la fois en termes de pratique. Comment est-ce qu'on intègre ces outils-là pour attirer, maintenir des licenciés, pour faire évaluer les pratiques. On en a moins parlé, mais il y a aussi un enjeu évidemment au sein des clubs eux-mêmes pour tout simplement la gestion interne, d'accord. Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais avoir des outils pour gérer des sujets de plus en plus techniques, que ce soit de la compta, de la RH, etc. Ça fait partie aussi des enjeux là-dessus, et il y a un foisonnement d'acteurs qui peut être parfois un petit peu compliqué à identifier pour les clubs, et donc voilà, ça fait partie des enjeux. Financement territorial, on en a déjà parlé, je reviens pas dessus. Simplement sur le sujet des équipements sportifs, il y a pas mal de réflexions qui sont en cours aujourd'hui, que ce soit au niveau du ministère ou des collectivités locales. C'est effectivement un sujet important où là il y a un gros effort à faire, je pense, au niveau du mouvement sportif pour repenser un certain nombre de choses, soit la manière de pratiquer, soit les équipements dont on a besoin, soit ou s'approprier aussi d'autres types d'équipements qui existent. On a fait beaucoup d'équipements en accès libre, d'équipements de plein air, etc., qui sont finalement relativement peu utilisé, en tout cas par les associations au niveau local. C'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans les mœurs. Donc là aussi, il y a peut-être des manières de réenvisager la pratique, ou en tout cas certaines formes de pratique, pour à la fois aller chercher des nouveaux licenciés et aussi, en tout cas quand les conditions météorologiques le permettent, d'aller revoir un certain nombre de choses. Mais aussi plus simplement de l'organisation entre les clubs, des formes de coordination, ou quand on discute avec les collectivités locales, effectivement sur les enjeux d'attribution des créneaux, etc., il y a quand même de vrais sujets au-delà d'autres perspectives qui sont celles de construction en elles-mêmes de nouveaux équipements sportifs. Sur la structuration des clubs, ça revient essentiellement sur ce que je vous disais sur les manières de s'engager en tant que bénévole, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et enfin, l'offre de pratique, ça a été assez bien dit ce matin. Je reprends les mots du président de la FFA sur la question de l'offre de service, finalement. Et en même temps, quand on se positionne sur une logique de service, comment est-ce qu'on se distingue du sportif marchand ? D'accord. Donc il y a effectivement des choses à aller chercher, et en même temps le côté distinction qui revient à travailler, c'est-à-dire si on se positionne sur une offre de service, si on essaie d'aller concurrencer ce genre d'acteurs, en même temps qu'est-ce qui fait la plus-value du club. Et donc là, je pense que c'était intéressant ce que vous disiez ce matin en termes de communauté, de comment est-ce qu'on crée du collectif, parce que le club c'est aussi ça finalement, c'est une unité de base territoriale qui a des liens avec le local, qui a une ambition démocratique aussi par le fonctionnement des associations. Et donc là, il y a quelque chose aussi à travailler qui va au-delà de la simple offre de service et de répondre à une demande qui est une logique un petit peu économique, mais qui est dit comment est-ce qu'on fait du lien social, et qui est quand même aussi au cœur des enquêtes quand on parle un petit peu avec les pratiquants. Donc évidemment, c'est déjà fait par les clubs, c'est plutôt comment est-ce qu'on le rethéorise et comment est-ce qu'on le remet en pratique d'une manière un petit peu différente. Et enfin voilà, l'optimisation d'accès aux lieux de pratique, mais là il fallait aller au congrès de l'Andes en fin de semaine dernière à Limoges pour pouvoir discuter de ça avec les collectivités locales qui sont quand même les premières concernées, puisqu'on a effectivement des effets de saturation sur un certain nombre de lieux. Donc là encore, il y aura des réflexions à mener. J'en termine ici, et avant de vous endormir complètement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on passe un regard fédéral du coup sur ces sujets? Est-ce que vous avez déjà des questions, des remarques, des partages d'expériences? Ouais. Il est ouvert. Oui, c'était juste une question sur quand vous parlez de licenciés. Alors je ne sais pas comment ça marche dans les autres fédérations, mais nous par exemple on a deux types de licences, une licence dite loisir et une licence dite compétitive. Du coup ça concerne uniquement les licences compétitives, ou ça concerne tout le type de licence quand vous faites vos études? Ça, là c'est tous les types de licences. Ok. Ouais. Du coup, en réaction, Monsieur Muller, par rapport justement à vos expériences, c'est côté squash et côté badminton, sur ces constats, comment vous les appréhendez, comment la fédération voit les choses, comment les clubs aussi s'en emparent de leur côté? Il y a beaucoup de choses, et puis beaucoup de globalisation, et au final, quand on regarde dans le détail, la carte n'est pas forcément le territoire. Deux sports qui sont complètement différents, et en tout cas pour rejoindre ce qui est dit à la fin, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, si on prend l'exemple du squash, nous on a
environ 50% de nos structures qui sont des structures dites privées, privées dans l'entité qui la gère, c'est-à-dire une entreprise, mais privées dans les locaux. Les murs sont des murs qui appartiennent à des gens qui sont des loueurs de mètres carrés, hein, même pas forcément le propriétaire du club de squash. Donc on a une dépendance aux collectivités qui est moins directe, moins forte dans pas mal d'endroits, ce qui est un des freins puisqu'on a des vraies zones blanches. Et d'un autre côté, du coup, on est déjà dans un modèle où on est déjà hybride parce que on s'est déjà implanté à certains endroits où les collectivités voulaient pas faire ou savaient pas faire, avec des gens qui se sont implantés parce qu'ils portaient un projet et puis ils avaient envie de mettre du squash à l'endroit là. Et donc nous, on est en fait assez rapidement, pour rejoindre le dernier point, on est assez rapidement concerné par ces questions de secteur marchand et non marchand. Et en fait, on y répond assez vite, c'est-à-dire qu'après, comme tout le monde, ça te dit, est-ce que on passe du côté obscur dans le commercial ou est-ce que on reste des preux chevaliers du sport? Non, en fait, il y a la possibilité de faire le trait d'union avec une logique financière ou commerciale qui finance des actions à but non lucratif ou d'intérêt général. Et donc, on a cet angle-là. En tout cas, la Fédé, c'est ainsi qu'on se positionne. C'est-à-dire qu'on a 4 objectifs ambitieux pour la fédération. C'est de permettre la pratique du plus grand nombre sous toutes ses formes. C'est-à-dire que du gamin au compétiteur, de manière compétitive, loisir, etc. On veut permettre aux gens de trouver des terrains de squash proches de chez eux et pas forcément avoir une heure de route à faire ou pas pouvoir jouer du tout. Et on a donc, nous, en tant que Fédé, des limites. C'est qu'on a des départements, on a 30 départements où il n'y a pas un seul terrain de squash. Donc on voit qu'il y a des manques. Et historiquement, les collectivités l'ont un peu classé à l'époque, dans les années 80, quand ça se développait plutôt comme un sport associé au fitness privé. Donc on rarement mis de terrain de squash. Et la Fédé, qui à l'époque était jusqu'en 1980 sous l'égide de la Fédération de tennis, il n'y avait pas vraiment de démarchage actif pour aller voir les collectivités et pour implanter des terrains de squash. Donc on a eu un développement qui s'est fait un peu de manière empirique, au gré des gens qui voulaient et qui n'étaient pas forcément animés d'une volonté plus commerciale ou plus associative. Mais on en a pas mal qui ont créé des structures privées parce qu'ils connaissaient que ça. En fait, ils étaient commerçants avant, etc. Donc ils ont créé une SRL parce que c'est le modèle qu'ils connaissaient. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de ces structures, notamment dans les milieux urbains, qui ferment parce que, non pas parce qu'il n'y a pas de pratiquants, ça fonctionne plutôt bien, mais aujourd'hui, on leur propose de racheter les murs ou on leur monte le loyer parce que c'est plus intéressant de louer pour du commerce ou pour faire de l'habitation. Donc on a des clubs qui ferment dans des grandes villes, par moment en partie pour ces raisons-là. Et forcément, on est sur des terrains spécifiques, on n'est quasiment pas dans les gymnases traditionnels, de temps en temps on est en greffe, mais c'est rare. Donc nous, la problématique de la discussion pour créer des équipements, c'est une question qui est totalement permanente puisque c'est la clé d'entrée. Si on n'a pas l'équipement, on peut vouloir faire de la compète, du loisir, du social, du handicap, etc. On fait rien du tout. Donc, on a effectivement un regard sur lequel, aujourd'hui, non seulement on essaye d'avoir une vraie stratégie, c'est-à-dire de pas attendre les collectivités parce que de toute façon, quand on va les voir, elles ont évidemment rien contre le squash. Mais par contre, elles doivent entretenir un parc d'équipements qui est très vieillissant et elles ont toujours quelques grands projets type piscine, stade de foot qu'on transforme en synthétique, etc. Donc, quand on arrive, on nous dit pas non, mais on nous dit c'est dans le PPI de 2048 à 2100. Donc, on se dit OK. Et notre stratégie, notamment autour de l'équipement, aujourd'hui, elle est davantage de travailler avec les collectivités. Et comme c'est dit, elles sont en limite de budget, l'État aussi, parce que on se rend compte qu'au départ, ce qui devait être quelque chose d'ambitieux avec la création de l'agence, où le slogan de départ, quand il le crée, c'est le ministère à l'époque administré, mais l'agence, elle, va manager le sport. Bon, on est retombé à peu près dans la même bureaucratie, c'est-à-dire que comme il n'y a pas assez d'argent, on fait que les équipements de proximité. Les équipements de proximité demandent à la plupart des fédés, c'est absolument pas... même pas un levier de capter des nouveaux, quoi. C'est vraiment, quand c'est bien fait, c'est un petit levier et plein de fois, on a mis un équipement et puis on espère qu'il y ait un peu de monde dessus. Donc, on est passé de quelque chose où on imaginait pouvoir travailler avec l'État sur des stratégies, avec des déclinaisons qui devaient être les conférences régionales des financeurs, qui aujourd'hui n'aboutissent pour l'instant à rien et je pense vont bientôt, à mon avis, disparaître.
En tout cas, on voit que c'est pas à ces endroits-là qu'aujourd'hui on peut travailler une stratégie d'équipement et une réelle stratégie d'équipement. Alors évidemment, il y a toujours quelques collectivités qui auront des moyens un peu plus importants et qui portent des projets. Donc, faut être auprès d'elles pour être placé dans les projets quand c'est possible. Mais on se rend compte surtout que c'est une nouvelle ingénierie qu'il faut. Et aujourd'hui, nous, la manière dont on aborde ça, c'est qu'on est dans un cadre où on se porte en porteur de projets potentiels. Alors, pas forcément tout seul. Ça peut être avec d'autres fédérations. Nous, on est directement concernés, notamment par les sports de raquettes, puisque 70% de nos clubs aujourd'hui sont multi-activités. Donc, quand il y a du squash, il y a souvent du badminton, de plus en plus du paddle ou du tennis. En tout cas, 70% de nos structures sont multi-activités. Donc, on est déjà dans une offre avec une diversification. Et tout à l'heure, quand on parlait des clubs, des plus gros clubs, c'est multi-activités et avec une offre de services développée. Donc, l'anatomie d'un club de squash aujourd'hui, c'est d'abord un lieu de vie avec un clubhouse, un bar, voire un restaurant. Et ça peut être très gros puisqu'on a des clubs qui ont jusqu'à 2,3 millions de budget. Donc, si vous allez à Mulhouse, il y a 200, vous pouvez manger, il y a un resto de 200 couverts et un hôtel dans le club. Donc voilà, il y a des typologies de clubs comme ça. Puis après, on a des tout petits aussi. On a aussi des endroits où il y a juste un terrain avec une assoce locale. Donc, on a une typologie large. Mais on se rend compte du coup que aujourd'hui la clé d'accès, d'accès, c'est d'avoir une réflexion sur les zones où s'implanter, avec qui s'implanter, travailler sur l'anatomie de l'équipement, parce qu'évidemment, on va pas placer le même nombre de terrains, le même nombre de services en fonction de la zone où on se met, si on est en milieu urbain, si on est en semi-urbain, si on est en rural. Et donc aujourd'hui, nos axes de travail, c'est de travailler sur toute cette méthodologie-là. Travailler avec les collectivités, travailler avec les autres fédés quand il y a matière à mutualiser, et non plus attendre que les collectivités portent les projets, mais être porteur de projets directement. Et quand la collectivité veut pas, évidemment, et plutôt se faire financer ou cofinancer par des collectivités, ce qui permet de débloquer des projets, parce que c'est plus la collectivité qui porte le projet, c'est plus elle qui est obligée de convaincre le conseil municipal. De mettre un investissement des fois de 2, 3, 4 millions sur un projet pour des joueurs de raquettes ou etc. Mais finalement, elle va venir avec son niveau d'engagement, son niveau de moyens, et donc c'est un peu moins bloquant et c'est plus facile pour agir vite. Ça permet également de d'avoir une recherche aussi et un travail qui se fait avec les banques, parce que finalement aujourd'hui, en portant, le reste à payer, on va dire, qui se finance essentiellement par de l'apport bancaire. Donc aujourd'hui, c'est ce travail qu'on fait, et effectivement, alors il y a des endroits où pour convaincre une banque ou pour convaincre une collectivité, etc., on essaye de travailler en multifédé aussi, parce que si on passe les uns après les autres, c'est un peu plus compliqué. Alors on l'a vécu, moi j'étais à Rouen quelques années, où en 4 semaines, je crois que le vice-président au sport, il avait vu Gilles Herbe, qui est le président de tennis de table, puis une semaine après, Yoann Penel du badminton. Moi, je suis arrivé en 3e, il m'a dit c'est super, vous venez quand tous ensemble, parce que chacun voulait un projet à quelques millions d'euros, mais bon, ça répondait pas à une stratégie. Donc aujourd'hui, effectivement, un des enjeux qu'on a, nous, c'est d'être capable de bien connaître les zones d'implantation de nos équipements, de travailler sur le dimensionnement pour savoir le coût que ça représente, puis regarder comment on peut participer à la prise en charge de ce coût, soit avec des cofinanceurs, soit avec de l'apport direct. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai travail qui est fait autour de ça, et dans les discussions, y compris qu'on a avec l'agence, qui dit oui, moi j'ai X millions d'euros pour des équipements, ça en fait un par département et c'est fini. Les questions qu'on pose, en tout cas, et qu'on fait relever, et là où on cherche à travailler avec eux, c'est dire peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est important de créer, c'est pas que du financement direct, mais c'est aussi la capacité de l'État, comme il a fait pendant le Covid avec les prêts garantis par l'État, de venir garantir des emprunts qui soient portés par les fédérations ou par les porteurs de projets sur des équipements sportifs pour que l'équipement puisse venir, parce qu'on voit bien que les collectivités sont exsangues. Donc on est vraiment dans ce champ-là, et les porteurs sont multiples, c'est-à-dire qu'on a des porteurs qui sont des associations qui portent directement des fois des emprunts à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et de temps en temps, la collectivité va venir, par exemple, garantir simplement l'emprunt, ce qui fait que elle sort pas 1 million, elle fait pas un vote à 1 million au conseil municipal, mais elle vient garantir l'emprunt en se disant que si ça marche pas, elle peut transformer le bâtiment, elle peut mettre autre chose, etc. En tout cas, c'est vraiment une autre approche pour arrêter de se heurter, je dirais, au mur direct de la collectivité qui dit oui, votre projet, même quand j'ai rien contre, de toute façon j'ai trop de projets et pas assez de moyens,
Donc, il faudra revenir en espérant qu'on ait les capacités à faire dans quelques années. Donc ça, je dirais que c'est le premier axe. Et effectivement, c'est quelque chose où au niveau du badminton, on le travaille aussi, puisque le badminton, lui, a pas du tout le même modèle. Il s'est développé quasiment exclusivement dans des gymnases de collectivités, de collèges, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le hand, je crois, utilise 2400 gymnases en France, le badminton 2200, donc il y a des tracés quasiment partout. Et on se rend compte que le gros problème, c'est qu'en fait, il y a des listes d'attente. Alors, l'Île-de-France, on en parlait tout à l'heure. Eux, ils font une liste d'attente. Il y a 100 mecs en liste d'attente. Puis en février, on les rappelle. Donc, depuis septembre, ils attendent. Et puis, en plus, on en perd plein dedans. On a une étude qui avait été faite à l'époque où sur une cohorte de nouveaux licenciés, au bout de 3 ans, on avait perdu 80% des licenciés. Alors, les clubs, ils faisaient des efforts importants pour être aux portes ouvertes, etc., faire du scolaire. Ils avaient du monde. Mais en fait, ils perdaient 80% de leurs licenciés, notamment parce que soit les créneaux étaient surchargés, donc en fait les gens venaient pour faire du simple, ils se retrouvaient à faire que du double, ou ils passaient sur 2 heures, 1h20 à attendre qu'il y ait un terrain qui se libère, ou le créneau il est uniquement le vendredi de 20 à 22. Et aujourd'hui, on voit que dans les attentes des pratiquants, même d'ailleurs quand c'est des compétiteurs, les gens veulent davantage jouer entre midi et 2 pour être libérés le soir, avoir une vie de famille, veulent pouvoir jouer en journée. On voit qu'il y a des demandes qui se font en sport en entreprise, etc. Et du coup qu'on n'a pas les équipements. Donc la suite du développement du badminton passe également par la mise en place de structures spécifiques qui permettent de répondre à tous ces publics et qui permettent justement de désengorger un peu, je dirais, la pratique de gymnase. D'autant plus qu'évidemment, ces gymnases-là dont on parle tous, en fait, on se les partage, que ce soit le basket, le hand, le volley, etc., qui fonctionnent tous bien, donc qui ont tous plein de pratiquants aussi, tous plein de besoins aussi. Donc voilà, nous déjà, le premier point, vraiment, si on n'avait qu'un seul dossier sujet, et on n'en a pas qu'un, mais si on n'en avait qu'un, c'est l'équipement. C'est celui qui nous permet après de faire des clubs excellence, etc. Et dans l'argumentaire, évidemment, que ce soit auprès des collectivités ou des banques, c'est notre modèle sportif, donc je disais de l'économie sociale et solidaire, qui repose sur 3 piliers. Un pilier dit sportif, dans lequel on est vraiment dans la logique d'accueillir les gens qui veulent faire du sport sous toutes les formes. Donc ça va de créneaux scolaires, de gens qui veulent jouer de manière libre ou encadrée, ou compétitive. Donc tout un champ qui est vraiment autour des formes de pratique. Et je dirais tout au long de l'année, y compris les week-ends, y compris les vacances. Le deuxième pilier, c'est tout celui, je dirais, qui répond aux enjeux sociétaux et qui justifie aussi qu'on demande aux collectivités d'être avec nous à la fois en financement ou de trouver du terrain, du foncier pour pouvoir s'implanter. Donc là, ça va être de contribuer aux enjeux sociétaux, donc que ce soit toute la partie éducative, notamment avec les scolaires, la partie sport-santé, la partie inclusion, notamment pour les pratiques handi. On joue au squash quand on est handi. Alors en fauteuil, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une déclinaison de 8 classifications pour les malentendants, pour les gens qui ont handicap mentaux. On a énormément d'IME, par exemple, parce que les clubs de squash étant accessibles tout au long de la journée, les IME, eux, travaillent pendant le temps scolaire quand d'autres gymnases sont pas libres, donc viennent beaucoup chez nous. Et puis tout ce qui est possibilité d'intervenir ou de faire venir soit des gens qui sont issus de quartiers prioritaires de la ville ou de zones rurales. Donc tout ce deuxième volet dont on parlait tout à l'heure et qui justifie aussi des interventions des collectivités. Et puis le troisième point, c'est tout l'environnement économique et de développement durable, donc qui comprend à la fois une partie au départ d'investissement, c'est-à-dire quel type d'équipement on fait, comment on le finance, comment on le pense dans le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les nouveaux équipements sur lesquels on est, évidemment il y en a tous les équipements et chez nous se sont énormément transformés pour passer tout l'éclairage en LED, pour installer des bornes de recharge électrique sur les parkings parce que pendant qu'on va faire 1 heure de sport, on peut recharger la voiture, de panneaux solaires sur le toit, etc. Et comme en plus, dans 70% de nos clubs, on paye les factures énergétiques, on est particulièrement sensible, un petit peu plus que de nos collègues qui les payent pas, bizarrement. Et puis, donc, dans ce volet économique, donc il y a cette partie investissement, recherche de cofinancement, de partenaires. Il y a une partie évidemment d'économie locale une fois que la structure est là, c'est-à-dire où est-ce qu'on se fournit, parce qu'en fait, on se rend compte que ces structures-là sont des vrais acteurs économiques locaux, avec des fournisseurs de boissons, de restaurants, de matériel sportif, etc.
sont créateurs d'emplois. Donc on a, nous, en moyenne, alors là on n'est pas tout à fait dans les cases de l'étude, le squash, parce qu'en fait on a en moyenne, quand on a une structure, minimum pour que la structure elle puisse s'ouvrir et fonctionner, 4 emplois à temps plein. Ça c'est le minimum. Et notre plus gros employeur, lui, a 48 emplois, parce qu'il fait aussi de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Et si on fait le comparatif, par exemple, avec le badminton, sur la Ligue Grand Est, je crois que de mémoire, des clubs employeurs, il doit y en avoir 8 et 12 emplois au niveau club. Au niveau squash, ça, c'est ce que vous avez en 2 clubs, quoi. Enfin, et encore, quoi. Je vous dis, Mulhouse, c'est 45 à lui tout seul. Donc, en fait, il y a des sports où on pense qu'il y a beaucoup d'emplois, il y en a pas tant que ça. Puis, il y en a d'autres, le modèle est différent, il y en a beaucoup. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de travailler aussi avec les partenaires locaux. Donc, par exemple, sur nos métiers, on a évidemment des métiers d'encadrement, d'entraîneur. Et on a des métiers d'agent d'accueil et on a des métiers de manager de structure. Donc on a toute une économie aussi à ce niveau-là, on a tout un réseau de partenaires, on travaille notamment avec les missions locales sur les postes d'agent d'accueil, qui sont des fois en emploi aidé, mais qui sont une manière de remettre un pied dans le secteur professionnel, se lever, avoir des habitudes de travail, etc. Donc en fait, on voit que ce 3e pilier, c'est vraiment celui d'un acteur économique, je dirais, je ne vais pas dire traditionnel, parce que on n'est pas pour le coup 100% secteur marchand, mais on est complètement imbriqué dans la vie de la ville. Voilà. Et donc on a ces 3 piliers, et après, effectivement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à répondre aux besoins des pratiquants. Et tout à l'heure, on parlait en tout début des financements des associations. Alors si on prend ceux des fédés, en tout cas de la nôtre, ça ressemble un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a environ 30% des revenus de la fédération qui sont issus de la licence. Et ça peut rejoindre ce qui était dit sur le sport FFSU. À quoi elle me sert ma licence si je fais pas de compète? Donc, quelles sont les finalités de la licence? En subvention, on a à peu près 30% aussi pour la fédération, et puis le reste, c'est des activités diverses. Et évidemment, quand on contrôle l'équipement, la licence, elle change de positionnement puisqu'elle est plus simplement un accès à la compétition. Et pour le coup, nous aussi, on a une licence compète et loisirs. Elle devient un accès à l'équipement. Donc, je prends ma licence, je peux accéder à des terrains de squash et là, je peux jouer toute l'année avec un abonnement, ou je peux jouer occasionnellement en payant une séance, ou je peux jouer avec des cartes multiparties. En tout cas, ma licence, elle évolue pour passer juste d'un outil entre guillemets dans lequel on a de la compète et on essaye de greffer quelques petits services, plein de fédés, à quelque chose qui donne accès finalement à ce que les gens recherchent en premier, c'est un lieu pour jouer et puis une communauté de partenaires pour jouer. Donc on a ce repositionnement un peu stratégique autour de la licence pour permettre à la fédération de continuer à se développer. Et à se développer du coup en créant une plateforme de service, c'est-à-dire que je dirais dans les années 80, on organisait simplement des compètes, puis on essayait de faire ce que l'État nous demandait au niveau du régalien, c'est-à-dire mettre en place les règles de sécurité, etc. Et aujourd'hui, évidemment, se pose la question de plateforme de service pour les pratiquants, et puis de plateforme de service pour nos clubs. Donc c'est un peu l'image d'ailleurs ce que fait en partie le CNO pour les fédés, mais nous, ça devient la même question, et donc aujourd'hui, la transformation de la fédé, c'est d'organiser une partie de service juridique pour accompagner les clubs quand ils ont besoin de créer un contrat de travail ou de signer une convention ou un emprunt. C'est d'avoir un service de communication qui soit mutualisé sur toute la discipline et pas simplement sur, les épreuves de la fédération. C'est d'avoir un service RH qui permet d'avoir de la formation et de trouver des éducateurs à mettre auprès des clubs où il n'y a pas assez d'éducateurs. Et puis le service équipement pour travailler sur les équipements avec les architectes et ainsi de suite. Donc on voit vraiment pour nous il y a un enjeu de transformation en gardant ce qui était les missions historiques et en allant vers un nouveau modèle qui intègre ces services et ce qui donne du sens à la fédération. C'est pour ça qu'on s'unit pour travailler ensemble. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions déjà. Moi, j'en ai déjà une. Est-ce que le fait de devenir fédération olympique, vous projetez justement sur le fait que ça va vous aider à développer le modèle éco? Et si oui, sur quelle partie du camembert potentiellement? Alors, donc le squash n'était pas olympique pour ceux qui ont pas suivi, et il sera au programme de Los Angeles en 2028. Ce que ça change, le premier truc que ça a changé, c'est un dossier de 80 pages à renvoyer à l'ANS pour dire comment on va gagner des médailles.
Bon, ça, évidemment, il n'y avait pas de chèque en dessous pour le faire, mais c'était le premier point. Non, par contre, ça change un peu parce que il y a, je vais le dire comme ça, une discrimination quand même entre les fédés olympiques et non olympiques, ce qui fait qu'il y a déjà un petit peu plus de moyens de la part de l'État pour la partie, en tout cas, performance. Donc ça, c'est bien. Le deuxième point qui est intéressant au niveau de l'olympisme, c'est qu'en fait, il y a des collectivités, quand elles ont vu rentrer les sports dans l'olympisme, elles regardent leur parc et elles se rendent compte que ils n'ont pas la discipline. Et là, je parle pas de petites villes. Tout à l'heure, quand je disais qu'il y a des départements où il y a rien, évidemment, alors Meuse, il n'y a pas de terrain de squash. Mais la Meuse, à part les Allemands, il y a 100 ans, il n'y a pas grand monde qui y va. C'est chez moi. mais des villes comme Metz, 300 000 habitants, il n'y a plus de terrain de squash. Donc effectivement, quand ça devient olympique et que les communes, les collectivités regardent, voire les régions, dans les schémas régionaux des équipements sportifs regardent, là, elles se rendent un peu compte, mince, il y a des manques. Et le deuxième point qui est intéressant pour nous, c'est toute la partie, je dirais, qui est plutôt médiatisation et rayonnement. Et effectivement, à partir du moment où on devient olympique, ne serait-ce que rien que je pense le lendemain de l'entrée, il y a quelques grands médias qui nous contactent pour savoir comment on est organisé, est-ce qu'on a des chances de médaille, etc. Et puis, je dirais que c'est pas vraiment retombé. C'est-à-dire qu'on continue de nous poser les questions là, et c'est un peu plus facile, même si ça reste un vrai challenge, d'avoir les collectivités avec soi, d'avoir des partenaires privés avec soi. En tout cas, c'est plus facile, voilà, avec un peu plus de médiatisation que quand on n'en a pas. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bonjour. Vous disiez tout à l'heure vouloir travailler avec différentes fédérations pour créer les propres structures, notamment pour le squash. Comment réussir à convaincre et à amener d'autres partenaires, d'autres fédérations ensemble pour justement créer ces projets communs et avoir une meilleure force financière? Le meilleur moyen déjà, c'est que nous, je le disais, comme on avait pas mal de structures privées, dont certaines ont fermé, on s'est retrouvé face à un vrai challenge immédiat, ce qui n'est pas le cas de plein de sports. On parlait tout à l'heure du tennis. Alors, il y avait marqué 4,5% de subventions, mais bon, ils ont leur terrain qui historiquement était payé que par des collectivités. Donc, ce qu'ils n'ont pas en fonctionnement, des fois, ils l'ont eu en investissement. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est les fédés, quand elles arrivent au bout de leur développement. Alors, beaucoup de fédés, on a essayé des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, mais tous les dérivés, le badminton et le fitminton, beaucoup d'énergie, très peu de retombées. Actuellement, il y a le air badminton, encore plus d'énergie, encore moins de retombées. Donc, au bout d'un moment, quand elles tapent dans le mur et qu'on discute, et après on se connaît aussi, certaines fédés, je dirais relativement naturellement. Quand je prenais l'exemple du badminton, moi je suis présidente dedans depuis longtemps, mais même en ayant cet angle-là, ça reste très compliqué parce que une fédé, elle est tout le temps sollicitée, elle a beaucoup d'axes, et c'est pas évident de se dire oui, notre problème ou notre enjeu, c'est l'équipement. Mais on y vient. La fédé de bad, par exemple, ce qui n'était pas le cas auparavant, il y avait un groupe de travail mixte bad squash, regardé sans réellement participer, sauf à de l'expérimentation territoriale. C'est-à-dire qu'on a besoin des fois d'exemples pour avancer. Aujourd'hui, la fédé de bad, elle vient d'acter, lors de sa dernière AG, une enveloppe de 300 000 € annuels pour pouvoir participer à du financement ou à du cautionnement d'équipements. Et là, on travaille sur plusieurs équipements. Amandine, elle sait, dans son secteur, notamment à Clermont, pour essayer de débloquer une situation où, au niveau bancaire, on nous demande des garanties supplémentaires. Donc là, on a les deux sports qui sont associés, donc on essaye de le faire ensemble. Il y a d'autres endroits, c'est discutant directement. Donc, par exemple, le tennis de table avec Gilles Herbe, qui est aussi un gars du Grand Est, c'est la même chose, on discute. Et puis, il y a des sports. Donc, c'est un peu naturel, les sports de raquettes, on se retrouve parce que nos usagers, nos pratiquants ont un peu les mêmes attentes. Mais il y a des sports qui peuvent se compléter. Par exemple, le badminton travaille beaucoup avec l'escalade, parce que l'escalade étant en verticale et nous en horizontale, ça peut être assez intuitif ou assez intéressant de réutiliser le mur, de mettre 10 mètres de plus de dégagement et de réutiliser le mur. Mais il y a d'autres endroits où il pourrait y avoir d'autres sports et des fois ça se fait pas. Donc là, il y a aussi un enjeu je pense que ça sera l'objet d'ailleurs d'une des parties de la prochaine mandature au niveau du CNOSF, de travail sur l'équipement. Il y a un groupe qui s'est mis en place au cours de la dernière mandature qui,
en est à ses débuts parce qu'en fait, pendant beaucoup de temps, il y avait un groupe de travail, mais qui était beaucoup dans le recensement. Donc, on faisait des études, on faisait des PowerPoints, puis il se passait rien. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est au bout de ça. Donc, voilà, là, il y a un espace qui a pour propre, justement, de mettre les fédés qui ont envie ou besoin d'y aller dedans. Et puis, je pense qu'il y a des fédés qui, aujourd'hui, face aux limites budgétaires des communes et des collectivités, vous voyez bien que sont obligés de penser différemment et de repenser notamment leurs besoins d'équipement ou qui sont challengés par le secteur marchand. Si on prend l'escalade avec toutes les salles franchisées, climb-up et autres, ça pose une vraie question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas loupé quelque chose à un moment donné, ou il est peut-être pas trop tard pour le rattraper, mais enfin, est-ce qu'ils n'ont pas loupé quelque chose dans l'évolution comme l'athlé avec les courses sur route, etc. Donc, où des fois les fédés, la prise de décision, la gouvernance fait qu'on passe un peu à côté de nos sujets, quoi. Moi, j'avais une question un peu en complément sur ça. Justement, du fait que au niveau du squash, vous avez beaucoup, si j'ai bien compris, de clubs qui sont privés et qui fonctionnent avec des exploitants privés. Est-ce qu'il y a, dans cette continuité sur la mutualisation, une recherche sur les partenariats publics-privés, sur les sociétés d'économie mixte, etc., justement pour redévelopper des équipements, peut-être pas à l'échelle d'un club, parce que ça peut être un très gros projet, mais à l'échelle d'un comité. Pour l'exemple, du coup, moi je viens pour l'UCPA, et du coup c'est ce qu'on développe beaucoup sur les territoires en société d'économie mixte, sur des nouveaux équipements, et avec cette volonté, surtout au niveau local, d'essayer d'intégrer beaucoup plus les clubs ou les fédérations, ce qui est un petit peu plus compliqué quand même. Donc de comment on arrive à mutualiser ces travaux-là sur des équipements qui des fois sont très peu exploités ou très peu utilisés pour les mettre à disposition. Deux choses sur l'évolution, on va dire, des outils ou canaux juridiques. Oui, il y a une vraie réflexion parce que on voit qu'aujourd'hui on est obligé d'aller vers ça pour que les équipements aboutissent. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, on investit à plusieurs. Mais comment on investit à plusieurs avec chacun qui a ses enjeux, ses intérêts économiques, ses responsabilités, etc. Donc, il y a nécessité à des endroits, effectivement, de créer des nouvelles structures. Et ça, c'est des réflexions aussi qui sont nouvelles, alors qui peuvent prendre différentes formes. On a eu le cas, mais on a aussi, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des modèles, différents modèles. Vraiment, nous, dans nos équipements, on a vraiment des structures associatives ou collectivités ou société pour le coup d'économie, de partenariat public-privé. On a l'exemple à Lille, un des derniers clubs qui est sorti de terre, où le financement a été fait par Vinci suite à un appel à projet, et en fait le club est le locataire des murs. Il n'aurait jamais pu se financer, voilà. Et Vinci en fait a eu le marché parce qu'il répondait à un appel à projet d'intérêt général de la part de la mairie du 2e arrondissement de Lille. Donc c'est eux qui ont gagné le projet. La limite de ça, c'est que ça fait des loyers élevés. Et que du coup, il y a toute une partie d'intérêt général qui est plus compliquée à mettre en place parce que payer des éducateurs supplémentaires, etc., c'est un peu plus compliqué dans le cadre là. Et c'était pas tout à fait un choix. Hein. Le gars qui s'est implanté là-bas avait déjà un club. Il avait une opportunité comme ça. Il savait pas comment faire autrement. Il a saisi l'opportunité. Donc c'était un peu, c'est subi et en même temps tant mieux puisque ça a lieu. Et là aussi c'est marrant puisque c'est pas qu'un club de squash, c'est 7 terrains de squash, 7 terrains de bad. Donc on voit bien aussi que l'anatomie de l'équipement est comme ça. Après, l'UCPA, c'est un partenaire pour nous, puisqu'on fait partie donc des membres de l'UCPA en tant que fédération de squash. Il y a une quarantaine de terrains au sein de différentes stations squash UCPA. Et effectivement, la discussion avec le directeur général autour des modèles était intéressante. C'est-à-dire, il y a la partie plutôt animation à des endroits où il y a des squash qui ont été mis, notamment à Bordeaux, où il y a 8-10 terrains et c'est peut-être pas encore assez rempli. Donc comment on travaille ensemble sur la communication, l'animation, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'UCPA, c'est quand même en termes de taille de groupe un acteur fort qui est capable de sortir des équipements à 20 millions d'euros qu'aujourd'hui une fédé comme nous ne sait pas faire tout seul. Et puis après, le deuxième point, c'est de dire, et aujourd'hui c'est ce qu'on essaye de faire avec Guillaume et ses équipes, de dire à tel endroit, il y a un projet parce qu'il y a une collectivité qui nous a concerté, il y a peut-être différents opérateurs, fonds de pension, etc. qui investissent.
Est-ce qu'il y a un intérêt pour le squash d'y être? Est-ce qu'il y a un projet concurrent qui est peut-être en cours, etc. On a une discussion actuellement autour de Strasbourg. Donc voilà. Et, en tout cas, ce qui est hyper intéressant dans le modèle UCPA, c'est cette capacité d'avoir gardé 2 entités associatives, donc pour garder je dirais ce qui fait l'essence, l'éducation populaire et l'intérêt général, et d'avoir en dessous su créer des filiales privées et SCI et autres pour pouvoir investir dans différents projets. Et ça, je pense que ce sera une des tendances, à mon avis, des fédérations comme la nôtre demain. C'est-à-dire qu'on va aller vers ça. Là, aujourd'hui, on a investi en direct dans un équipement en tant que fédé, à Joinville-le-Pont, sur lequel il y a le siège de la fédé qui est juste au-dessous, donc c'est un petit peu particulier. Mais on a des dossiers à droite à gauche en France où on se rend compte que sans doute pour que le projet aboutisse, il faut créer une SCI qui porte le bâti, et puis après que l'association elle soit utilisatrice de l'équipement. Et ça change aussi le modèle économique de la fédé, parce que ça veut dire qu'une fois que vous avez payé vos murs, vous avez du revenu locatif potentiel qui rentre. Donc là, c'est une vraie transformation, évidemment à un peu plus long terme puisque c'est 15-20 ans, mais c'est une vraie transformation. Et pour nous, ça enlève une menace, c'est celle de voir des clubs disparaître parce que soit le propriétaire revend son club pour complètement autre chose, ce qui nous arrive du côté de Bron ou à Rennes, là, c'est arrivé récemment, où le gars part en retraite, donc il vend tout et il n'y a pas de repreneur squash. Enfin, nous, on l'a su trop tard, donc pour essayer de positionner la fédé. Donc ça évite ça, parce que ça veut dire que même s'il y a un changement de gérant ou dans l'asso, on est certain que l'activité reste. Donc oui, ça c'est quelque chose vers lequel je pense que les fédés vont devoir aller, en tout cas quand elles veulent le faire. Et puis c'est des canaux qui vont devenir nécessaires, parce que si on investit à 2 ou 3 fédés, en fait il va falloir créer des structures hybrides dans lesquelles chacun a un pourcentage de la valeur à hauteur de ce qu'il amène, quoi. Donc oui, c'est quelque chose là où on regarde de plus en plus, et ça faisait partie des discussions du groupe de travail CNESF, de dire aussi comment juridiquement on transforme une fédé, elle crée des filiales commerciales ou non, ou bâtimentaires pour ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Profitez. On est tout bon. Merci beaucoup, messieurs. On peut vous applaudir.